Ah, très bien. Donc, on revient à la classification internationale des maladies. Donc, concernant l'évaluation anatomique, on va parler principalement de la classification internationale des maladies, la CIMS. Donc, si on revient, si on revient au caractère, donc là, c'est un petit rappel. Chaque CIV doit être, chaque CIV doit être évalué en fonction, anatomiquement, je répète, ça c'est anatomique, c'est pas hémodynamique, doit être euh, euh, apprécié anatomiquement sur le plan bordure, 1. 2, sur le plan localisation du côté ventricule droit, sur le plan mécanisme et sur le plan diamètre. Donc, lorsqu'on parle de bordure, on va essayer d'étudier, elle est entourée par quel tissu. Si la CIV est entourée, là, ça c'est une plaque qu'on doit apprendre par cœur. Si on parle de bordure, la CIV, elle peut être entourée par la valve mitrale et tricuspide ou la valve aortique et tricuspide, on l'appelle CIV périmembraneuse. Là, si vous avez remarqué, elle est située entre la valve mitrale et tricuspide ou entre la valve aortique et tricuspide. Donc, si vous avez remarqué, l'anneau mitral, tricuspide et aortique représente ce qu'on appelle le trigone fibreux. Donc, ça, c'est la partie fibreuse du cœur. Donc, s'il y a une CIV qui est à côté du trigone fibreux, elle va être automatiquement entourée par la valve aortique, valve tricuspide, ou valve mitrale et valve tricuspide. Et dans ce cas-là, on va l'appeler CIV périmembraneuse par rapport aux bordures. Cette CIV, si elle est entourée complètement par du muscle, on va l'appeler musculaire. Et là, par la suite, vous allez voir qu'en fonction de la localisation de ce muscle, on va appeler une CIV par sa nomenclature. Pour rappel, on a 3 types de muscles, on verra par la suite, le septum interventriculaire est composé de 3 types de muscles. Premièrement, le muscle, c'est le septum musculaire d'admission, le septum musculaire trabiculé et le septum musculaire de l'outlet. Et chaque septum musculaire a une localisation un peu spécialisée. Donc là, même l'origine embryonnaire, elle est complètement différente en fonction du type. Le septum trabiculé a une origine musculaire qui ressemble à l'origine musculaire des parois du ventricule gauche. Donc le ventricule gauche a les parois latérale, basale, inférieure, etc. Et également là, le septum interventriculaire. Donc, le septum interventriculaire trabiculé. Donc, le septum trabiculé a la même origine embryonnaire que les autres parois du ventricule gauche. Le septum appartient au ventricule gauche. Il se développe embryologiquement avec les parois ventriculaires gauche. Le septum d'admission, son origine c'est la formation du canal atrioventriculaire. Et le septum de l'outlet, son origine, c'est ce qu'on appelle les bourgeons de l'outlet. Donc, je pense qu'on a vu les bourgeons de l'outlet ailleurs. Donc, chaque type de septum musculaire a une origine à part. Donc, je répète, il y a 3 types de muscles. Il y a le septum musculaire trabiculé, le septum musculaire d'admission et le septum musculaire de l'outlet. Donc là, ça donne musculaire. La localisation, on va la préciser après. Donc, on a vu périmembraneuse, si elle est entourée par la valve mitrale, valve tricuspide ou valve aortique et valve tricuspide. Elle est entourée par du muscle, donc on va l'appeler musculaire. Si elle est entourée par la valve aortique et la valve pulmonaire, on l'appelle juxta-artérielle. Et bien sûr, si on a vraiment de l'expérience et dans certaines conditions, on doit également préciser la proximité de cette CIV par rapport au tissu de conduction pour évaluer le risque de BAV lors d'une fermeture, soit chirurgicale, soit par cathétérisme interventionnel. Donc là, on doit également préciser si elle est entourée par le tissu de conduction. Deuxième paramètre anatomique qu'on doit préciser, c'est la localisation de la CIV côté ventricule droit. Vous allez me dire pourquoi côté ventricule droit et non pas côté ventricule gauche. Le chirurgien, lorsqu'il ferme la CIV, il a accès
à cette CIV côté VD. Donc là, il va faire une atriotomie droite, il va écarter la tricuspide et il va essayer de chercher la CIV à partir du ventricule droit. Donc, il ne va pas la chercher à partir du ventricule gauche. Donc, c'est pour ça qu'on doit préciser la localisation exacte de la CIV dans un but de faciliter au chirurgien sa recherche. Donc, on va dire au chirurgien qu'elle est située au niveau du septum d'admission, côté VD. Donc là, automatiquement, il va chercher côté VD dans le septum d'admission. Donc, lorsqu'on parle de localisation, elle peut être d'admission. Donc, d'admission, c'est-à-dire elle est située entre la valve mitrale et la valve tricuspide. D'accord? Mais la limite de l'admission, donc là, on va essayer de voir la limite d'admission. Donc là, on va dégager le septum d'admission. Ça, c'est important. Donc, on va essayer de voir la localisation. On va, sur cette coupe, à 4 cavités, on cherche les CIV d'admission. La CIV d'admission ou le septum d'admission, il s'étend de l'insertion de la valve tricuspide, donc ce n'est pas la valve mitrale, hein, de l'insertion de la valve tricuspide jusqu'à l'insertion de ces cordages. Je vais essayer de revenir un peu en arrière. Très bien. Donc là, le septum d'admission, il s'étend de l'insertion de la valve tricuspide, du feuillet septal, bien sûr, de la valve tricuspide, jusqu'à l'insertion de ces cordages. D'accord? Donc tout ça, c'est le septum musculaire d'admission. Donc une CIV située à ce niveau-là, on l'appelle CIV d'admission. Il ne faut pas confondre entre bordure et localisation. Lorsqu'on parle de septum d'admission, là, on est en train de parler de la localisation. Lorsqu'on parle de périmembraneuse, ça, c'est bordure. Donc, le septum d'admission, c'est tout ça. Il s'étend entre l'insertion du feuillet septal de la tricuspide et l'insertion de ces cordages. Après, on a le septum musculaire trabiculé. Donc, après l'insertion des cordages de la tricuspide, on a le septum musculaire trabiculé. Donc, le septum musculaire trabiculé, ça, c'est, si vous voulez, la partie médiane, et ça, c'est la partie apicale. Très bien. Le septum d'admission, l'idéal, donc le problème, c'est quoi? C'est que sur une coupe 4 cavités stricte, à la différence du septum trabiculé qui est épais, donc là vous voyez le septum trabiculé est épais, donc on le voit bien sur une coupe 4 cavités. Par contre, le septum d'admission, c'est un septum fin. Je rappelle, l'origine embryonnaire n'est pas la même. Donc l'idéal pour analyser le septum d'admission qui est fin, de mettre le septum le plus perpendiculaire possible sur les ultrasons. Donc là, vous voyez, là, on est vraiment parallèle aux ultrasons. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas bien le septum d'admission. Donc pour mieux dégager le septum d'admission, il faut passer en sous-costal et vous allez voir qu'on dégage mieux le septum d'admission. Donc vous voyez, ça, c'est le même patient, le même cœur analysé différemment. Là, vous voyez le septum d'admission, on le voit bien. Là, il est intact. Donc, sur cette coupe 4 cavités stricte, on a l'impression qu'il y a un défect d'admission, alors que non. Donc, pour analyser le septum d'admission, l'idéal, c'est de passer en sous-costal. La deuxième localisation, c'est le septum de l'outlet. Le septum de l'outlet, on revient, très bien. Donc, le septum de l'outlet, c'est ça. Donc, sur cette coupe petit axe transaortique, donc, sur cette coupe petit axe transaortique, on dégage l'aorte en petit axe, on dégage la valve pulmonaire à gauche et la valve tricuspide à droite. Donc, sur cette coupe, on doit dégager une structure qui est un peu charnue, qu'on le voit ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, cette structure, on l'appelle la crête supraventriculaire. Crête supraventriculaire. En latin, on l'appelle également crista supraventricularis. Donc, c'est ça, la crête supraventriculaire. La crête supraventriculaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare deux structures du septum. D'accord? Donc, tout ça, c'est le septum. Ça, c'est la crête supraventriculaire. À droite
de la crête supraventriculaire, on a un septum qui sépare la valve aortique de la valve tricuspide, qu'on appelle le septum membraneux. Donc, c'est ça le septum membraneux. Donc, s'il y a une CIV périmembraneuse, donc là, on aura absence de ce septum membraneux et ça va donner une CIV en continuité fibreuse entre la valve aortique et la valve tricuspide, qui sera à ce niveau-là, on l'appelle classiquement CIV à 10 heures. Donc là, elle va donner une continuité fibreuse entre la valve aortique et la valve tricuspide, et ça va donner ce qu'on appelle une CIV périmembraneuse. Je répète, périmembraneuse, c'est bordure. Elle sera entourée par la valve tricuspide et valve aortique. Ce n'est pas la localisation. Par contre, lorsqu'on parle de la localisation, là, dans la nouvelle classification SIM-11, cette CIV périmembraneuse située entre la valve aortique et la valve tricuspide sur cette coupe, on l'appelle CIV centrale. Ça, CIV centrale, parce que ça, c'est le centre du cœur. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a le centre du cœur. Donc, CIV située entre la valve aortique et la valve tricuspide à 10 heures, on appelle CIV périmembraneuse, bordure. Centrale, c'est la localisation. Avant, on l'appelait CIV infracristal. Pourquoi? C'est par rapport à la crista terminalis. Donc, la crista terminalis, elle est là. Toute CIV située au-dessous de la crista terminalis, on l'appelait infracristal. Donc là, c'est l'ancienne appellation. Mais actuellement, on l'appelle CIV périmembraneuse centrale à 10 heures. Sur cette coupe, les CIV qui sont situés, on commence par le septum. Le septum qui est situé après la crête supraventriculaire, ça, c'est ce qu'on appelle le septum musculaire conal. Donc, c'est quoi le septum musculaire conal? C'est un septum musculaire qui se développe dans le cadre de la septation entre la valve pulmonaire et la valve aortique. Donc, ça, c'est le septum conal. Et il sépare chez l'embryon, il sépare le conus sous-aortique du conus sous-pulmonaire. Donc, on a le conus sous-aortique et le conus sous-pulmonaire. Entre les deux, c'est comme des cônes. Entre les deux, il y a le septum conal. Ce septum conal, là, ça dépend de la nomenclature. Le septum conal, ça, c'est l'Anderson. C'est Van Prague qui l'appelle septum conal. Par contre, Anderson l'appelle septum de l'outlet. Donc ça, on l'appelle également septum de l'outlet. Ça dépend de l'ouvrage que vous allez utiliser. Donc on l'appelle septum conal, ça c'est la nomenclature de Van Prague. On l'appelle également, l'Anderson l'appelle septum de l'outlet. L'outlet, c'est-à-dire qui sépare les deux chambres de chasse. Donc ça, c'est le septum de l'outlet ou septum conal. C'est la même chose. Donc au fur et à mesure, on va utiliser une ou d'autres nomenclatures. Les congénitalistes aiment ça, aiment la nomenclature. Donc ce septum musculaire de l'outlet, ça donne, lorsqu'on a une CIV, donc automatiquement, on va l'appeler CIV de l'outlet. D'accord? Ce sont les CIV type 1 de la classification de la SIM-11. Donc, cette CIV de l'outlet, avant, on l'appelait CIV supracristal. Pourquoi? Parce qu'elle est située au-dessus de la crête supraventriculaire ou la crista supraventricularis. Donc, crête supracristal. Actuellement, on l'appelle CIV supracristal. D'accord? Donc, ça, sur le plan localisation, cette CIV, on l'appelle CIV de l'outlet. D'accord? La CIV de l'outlet, elle peut être purement musculaire au milieu. D'accord? Donc, elle peut être purement musculaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle peut être entourée complètement par du muscle. Dans ce cas-là, on l'appelle CIV musculaire de l'outlet. Donc, c'est aussi facile que ça. Donc, on va juste faire un mariage entre la bordure et la localisation, on l'appelle CIV musculaire de l'athlète. D'accord? Donc, ça, elle va généralement être là. Généralement, c'est des petites CIV et elles sont généralement localisées à midi. C'est ce qu'on appelle CIV à midi ou CIV musculaire de l'athlète. Si la CIV, elle est un peu plus vers la valve pulmonaire, parfois, si la CIV elle est très proche de la valve pulmonaire, cette CIV, elle n'est pas entourée complètement par du muscle, et dans ce cas-là, elle va être entourée par la valve pulmonaire et la valve aortique.
et ça va être une CIV à 14 heures. Et c'est ce qu'on appelle la CIV, c'est une CIV également de l'outlet par rapport à sa localisation, mais ce sont les CIV qu'on appelle les CIV juxta-artériels doublement committed. C'est ça son nom. Avant, on l'appelait les CIV sous-pulmonaires. Actuellement, on l'appelle les CIV juxta-artériels doublement committed. Et c'est une CIV également de l'outlet. Donc, c'est une CIV de l'outlet par rapport à la localisation. Et juxta-artériel doublement committed, c'est par rapport à la localisation et au bordure. Je pense vous arrivez à me suivre. Si vous voulez, si je ne vais pas un peu trop rapide. On passe au CIV musculaire trabéculé. Le septum musculaire trabéculé, il faut se rappeler, le septum musculaire trabéculé, il y a 4 localisations. D'accord? Il y a la localisation apicale, c'est lorsqu'on a une CIV qui est située entre les deux chambres apicales, entre la chambre apicale du VG et la chambre apicale du VD. Généralement, c'est des CIV qui donnent sur la bande modératrice. Vous voyez ce muscle qu'on voit ici? Ça, c'est ce qu'on appelle la bande modératrice. Donc, toute CIV apicale, la CIV apicale, c'est une CIV trabiculée, musculaire, elle est entourée complètement par du muscle, parce qu'il n'y a pas de balle au niveau de l'apex du septum. Donc la CIV apicale, elle est située entre les deux septums, entre les deux chambres apicales, et généralement elle tombe sur la bande modératrice qui est là. Là, c'est la CIV apicale. Donc le septum musculaire trabiculé ou CIV trabiculé, je rappelle, c'est 4 localisations. Première, c'est apicale, les chambres apicales. Deuxièmement, on a les CIV qui sont situés sur ce septum. D'accord? C'est-à-dire, sont situés entre l'insertion de la valve de la tricuspide, entre les cordages de la tricuspide, et apicale, les CIV qui sont situés à ce niveau-là. Donc, le septum à ce niveau-là, il n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que c'est un septum qui est très profond. Donc, pour dégager les CIV qui sont situés à ce niveau-là, donc si vous voulez au milieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste couper le ventricule gauche en petits axes, comme ça. Donc, on va couper le ventricule gauche en petits axes, à peu près au niveau des cordages. Donc là, on va couper au niveau des cordages, et qu'est-ce qu'on aura? On aura une coupe qui fait ça. Voilà. Donc, on aura une coupe qui ressemble à ça. Et sur cette coupe, le ventricule gauche, il est là, il est postérieur. Et le ventricule droit, il est là, il est antérieur. Et vous voyez, de septum interventriculaire, il s'étend au niveau, c'est-à-dire entre les cordages de la tricuspide et la chambre apicale, c'est tout ça. Ça, c'est un septum qui est très, très long. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait, puisque c'est un septum qui est long? On va prendre comme repère cette bande musculaire qu'on appelle la bande septale. Ça, c'est la bande septale. Donc là, il ne faut pas mélanger les bandes. En général, le ventricule droit, il y a 3 ou 4 bandes qui sont bien développées. On a la bande modératrice, c'est la plus célèbre qu'on voit souvent. On a la bande septale qui longe le long du septum interventriculaire et elle va s'insérer sur la cristate supraventriculaire. Et il y a les autres bandes, la bande septale marginale, les autres bandes qui ne sont pas bien développées, mais la bande septale, on la voit principalement sur cette coupe. Donc, notre repère, c'est la bande septale. Donc, toute CIV qui est située après la bande septale, au-dessus de la bande septale, ça va donner une CIV qui est située entre midi et 14 heures. Donc, ça va donner une CIV qui fait à peu près ça. Et cette CIV, on va l'appeler CIV trabiculée antérieure. Donc, située après la bande septale, on appelle CIV trabiculée antérieure. Les CIV qui sont situés juste avant la bande septale, vont donner une CIV à peu près entre 10 heures et midi. On va l'appeler CIV médiane. Donc ça, c'est une CIV médiane ou mid-septale. On l'appelle mid-septale ou CIV médiane. Si la CIV est plus postérieure à ce niveau-là, ça va donner une CIV entre 7 heures et 10 heures. Et cette CIV, on l'appelle CIV postéro-inférieure. D'accord?
Donc, dans le septum trabiculé, on a les CIV euh, antérieurs trabiculés, situés après la bande septale, les CIV médianes ou mid-septales situés avant la bande septale, et les CIV postéro-inférieurs qui sont situés entre 7 heures et 10 heures. Là, pourquoi on l'appelle CIV postérieur inférieur? Parce que le terme postérieur, on le garde pour un type particulier de CIV qu'on le voit ici. Donc là, vous voyez, là, on a appelé septum d'admission. Donc les CIV qui sont situés à ce niveau-là sont des CIV appelés CIV d'admission. Et si vous vous rappelez, CIV d'admission, ça c'est localisation. Donc, si la CIV d'admission, elle n'a pas de berge entre la valve mitrale et tricuspide, c'est-à-dire elle est en il y a une continuité fibreuse. Vous allez voir dans les exemples, c'est quoi une continuité fibreuse métro-tricuspide. Donc, s'il y a une continuité fibreuse métro-tricuspide, c'est-à-dire la valve tricuspide et la valve mitrale, elles sont en continuité par rapport à une CIV. Donc, j'aurai une CIV qui est directement située au-dessus de la valve mitrale tricuspide. Là, on va l'appeler CIV périmembraneuse d'admission. Périmembraneuse, c'est bordure. D'admission, c'est localisation. Maintenant, si je vois que j'ai une CIV située sur le septum d'admission, mais elle est complètement musculaire, c'est-à-dire elle est entourée complètement du muscle. Ce muscle, il ne va pas donner de continuité entre la valve mitrale et tricuspide. Donc, ce type de CIV, on l'appelle CIV musculaire d'admission, on l'appelle également CIV postérieur. D'accord? Donc, CIV postérieur, c'est des CIV musculaires d'admission. Les CIV postéro-inférieurs sont localisés à ce niveau-là, sont situés à ce niveau-là, au niveau du septum trabiculé. Donc, je répète, les septums, on a trois types de septum musculaires. On a le septum trabiculé, le septum musculaire d'admission et le septum musculaire de l'outlet, appelé également le septum trabiculé. Le septum, comment? Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Donc, il n'y a pas de question. Apparemment, vous n'arrivez pas à suivre. Très bien. Donc, on va essayer de voir des exemples au fur et à mesure parce que je sais que c'est pas facile de. نعمون. Oui. Namoun, c'est bon. Je pense qu'il y avait une coupure. Oui, Ça il y va donc? avait une coupure. C'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, on continue. Donc, le mécanisme, donc Ustaz, est-ce que vous pouvez partager l'écran, s'il vous plaît? Ah oui, ouais, 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 ouais. C'est bon?
C'est bon, merci beaucoup. Très bien. Donc, le, le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle le mal-alignement. C'est quoi le mal-alignement? C'est le mécanisme. Pourquoi j'ai une CIV? Vous voyez que l'origine embryonnaire de chaque septum est complètement différente des autres fragments, si vous voulez, du septum. Et lorsque ce septum complète son développement, il y aura ce qu'on appelle un alignement des septums. Si un des septums n'arrive pas à rejoindre l'autre septum, donc on aura un mal-alignement. Ce phénomène, on le voit bien dans ce qu'on appelle les tétralogies de Fallot. Donc dans les tétralogies de Fallot, il y a un mal-alignement du septum conal de l'athlète avec la crête septale. Donc, c'est pour ça qu'on a une CIV. Donc, on doit préciser s'il y a un mal-alignement ou non. Et s'il y a un mal-alignement, on doit préciser quel est le septum qui est mal aligné, c'est quel septum qui est mal aligné. Et on doit préciser ce mal-alignement, on l'appelle également la déviation septale. Cette déviation, est-ce qu'elle est antérieure, postérieure, elle est à droite ou à gauche, donc ça dépend de la localisation. Le quatrième paramètre qu'on doit préciser, c'est le diamètre de la CIV. Donc la CIV, elle peut être petite, elle peut être moyenne, elle peut être large. Vous allez me dire sur quel paramètre on va parler de petite, large, à part le nouveau-né, d'accord? À part le nouveau-né, chez le grand garçon, chez l'adulte. Généralement, une CIV inférieure à 5 mm, c'est une petite CIV. Une CIV une CIV comprise entre 5 et 7, elle est moyenne. Supérieure à 7, elle est large. Mais ça, c'est pas, il n'y a pas de consensus par rapport à ça. Mais principalement chez le nouveau-né et nourrisson, on compare quoi? On parle soit une petite CIV, soit une large CIV. Par rapport à quoi? Par rapport à l'anneau aortique. Par exemple, si j'ai un anneau aortique à 8 mm chez un nouveau-né et la CIV, elle fait 8 mm, ça c'est une CIV large. Pourquoi? Parce que le VG, lorsqu'il éjecte, il va éjecter dans, si vous voulez, dans deux circuits. Il va éjecter contre un diamètre de 8 mm qui est l'aorte, dans la grande circulation, et il va éjecter dans la CIV qui fait 8 mm. Donc, on aura une CIV large qui est retentie. Pourquoi? Parce que ce que le ventricule gauche éjecte dans l'aorte est égal à ce qu'il éjecte dans la CIV. Donc, ça donne une CIV large. Pourquoi par rapport à l'aorte, par exemple? Parce que le nouveau-né, parfois, il n'a pas toujours une CIV isolée. Si on a une hypoplasie de l'anneau aortique et que l'anneau aortique il fait 4 mm, donc imaginez que ventricule gauche il a un anneau aortique à 4 mm et la CIV elle fait 5 mm. Donc ça c'est une CIV qui est large, qui est très large. Pourquoi? Parce qu'il éjecte dans la CIV plus qu'il l'éjecte dans la grande circulation. Par contre, un autre nouveau-né qui a un anneau aortique à 8 mm et a une CIV de 5 mm, donc ça, c'est pas une CIV qui est large. Donc, toujours chez le nouveau-né et petit nourrisson, on compare le diamètre de la CIV par rapport au diamètre de l'anneau aortique. Ça, c'est propre au nouveau-né. Mais parce que ce type de pathologie, c'est-à-dire cette hypoplasie de l'anneau aortique, on ne les voit pas chez les grands garçons, on ne la voit pas chez les adultes. C'est-à-dire un nouveau-né qui naît avec un petit anneau aortique, là, il ne va pas survivre jusqu'à un âge plus tardif. Donc, le problème ne se pose pas après. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Pourquoi on précise le diamètre des CIV et pourquoi on les compare par rapport au diamètre de l'anneau aortique chez les nouveaux. Donc, si on revient à la classification SIM 11, on a quatre types ou quatre classes. Là, il ne faut pas confondre cette classification anatomique de la classification hémodynamique d'Anderson. Donc, l'Anderson a déjà instauré une classification qu'on appelle la classification d'Anderson qui est hémodynamique, type 1, 2, 3 1 et 4. Ça, c'est en fonction des niveaux du débit systémique, du débit pulmonaire sur débit systémique et en fonction des résistances vasculaires pulmonaires. Ça donne la classification hémodynamique. Là, c'est la classification anatomique d'Anderson, si vous voulez l'adopter. Sinon, ce n'est pas important. Il faut chaque CIV l'appeler selon ses critères. Donc, si on revient à la classification, type 1, c'est la CIV de l'outlet supracrestale, c'est-à-dire qui est située après la crête supraventriculaire. Type 2, c'est la CIV périmembraneuse centrale.
infracristal, qu'on appelait infracristal, qu'on appelait également conoventriculaire. Conoventriculaire, ça c'est l'appellation de Van Prague. Type 3, c'est les CIV d'admission. Donc, toute CIV d'admission située au niveau de l'admission, c'est des CIV, c'est des CIV type 3. Et toutes les CIV trabiculées sont appelées CIV type 4. Donc ça, c'est la classification CIM 11 repose principalement sur la localisation. D'accord? Donc, sur la localisation. Si elle est localisée dans le septum de l'outlet, c'est une CIV type 1. Si elle est localisée au niveau du septum central, c'est la type 2. Septum d'admission, c'est le type 3. Et le type 4, c'est les CIV trabiculés. Donc, c'est une classification qui est très pratique, très simple à pratiquer. Donc, si vous voulez, on va essayer de voir ensemble quelques exemples. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, Namoun, le porte-parole du groupe. والله الأستاذ chacun a ses propres questions. Je pense qu'on laisse Chacun à la fin du est cours, non? responsable de soi-même. Oui. Très bien. Donc, je vais essayer de partager avec vous. Après, je sais que pour certains, il y a beaucoup d'informations à assimiler. Donc, je vais essayer après de récupérer l'enregistrement et de vous partager l'enregistrement. Comme ça, vous allez essayer de voir au fur et à mesure. Donc, on va essayer de voir ensemble la première forme. Donc, on va essayer de voir ensemble en profondeur chaque type et ça correspond à quoi sur le plan échocardiographique. Donc, on commence par les CIV de l'outlet. Les CIV de l'outlet, c'est le type 1. Donc, c'est les CIV de l'outlet type 1. C'est la forme, si vous voulez, la plus rare en Algérie. C'est une forme qui est beaucoup plus fréquente en Asie et elle est très rare. Elle est rare par rapport aux autres types en Algérie. C'est le type 1. Donc, cette CIV, on a deux types de CIV. On a les CIV de l'outlet musculaire. C'est une CIV qui est située, qui est entourée complètement par du muscle et en général, elle est située à midi et elle est musculaire, purement musculaire et généralement, elle est petite. C'est rare où elle est large. Donc, c'est des petites CIV qui ne nécessitent pas de fermeture et qui évoluent, qui ne se ferment pas spontanément, mais c'est de bons pronostics. C'est pour ça que ce type de CIV, on le voit chez les grands garçons, on le voit chez les adultes, parce qu'on ne ferme pas, parce que ça retentit. Le deuxième type de CIV, c'est ce qu'on appelle les CIV juxta-artériels doublement committed. C'est lorsqu'on n'a pas de continuité, lorsqu'on a une continuité fibreuse entre la valve aortique et la valve pulmonaire. Il y a plusieurs sous-types, mais là, je ne vais pas vous encombrer par ces sous-types, même les CIV juxta-artériels doublement committed. Il y a plusieurs formes. Mais je ne vais pas vous encombrer. Je vais juste vous montrer les formes les plus fréquentes. Éventuellement, si vous voulez un autre jour, on va détailler tout ça. Donc, on va essayer de voir ça ressemble à quoi. Les CIV, pardon, je vais essayer de vous montrer, avant de passer à l'évaluation hémodynamique, d'avancer un peu avec les CIV. D'avancer un peu avec les CIV. Voilà. Donc, si vous voulez, on commence par les CIV périmembraneuses. Je préfère de loin commencer avec les CIV périmembraneuses parce que c'est les plus fréquentes en Algérie. Si vous vous rappelez, c'est le type 2. Voilà. Donc, les CIV périmembraneuses centrales, c'est des CIV type 2. Je rappelle, là, je sais que à chaque fois qu'on parle de CIV périmembraneuses, ça saute aux yeux, qui c'est une CIV située entre la valve aortique et la valve tricuspide. Mais là, c'est la CIV périmembraneuse centrale. Je vais vous montrer l'aspect classique. Très bien. Donc, la CIV périmembraneuse centrale, c'est ça. C'est une CIV qui est située, essayez de vous concentrer sur le terme continuité fibreuse. D'accord? Donc, vous voyez, là, ça, c'est une CIV périmembraneuse, si vous vous rappelez. Pourquoi périmembraneuse? Parce qu'elle est située entre la valve tricuspide et la valve
aortique. D'accord? Vous voyez, entre les deux, il n'y a pas de muscle. Il y a une continuité fibreuse. C'est une CIV qui est située au-dessous de la crête supraventriculaire. La crête supraventriculaire ou la crista supraventricularis, elle est là. Donc, ça donne une CIV infracristale. C'est une CIV centrale. D'accord? Pourquoi centrale? Parce qu'elle est située à 10 heures. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle CIV périmembraneuse, située entre la valve aortique et la valve tricuspide. Elle est centrale parce qu'elle est située à 10 heures. D'accord? Donc là, vous voyez, elle est là, la CIV. C'est une CIV qu'on peut l'avoir également sur une coupe 5 cavités. D'accord? Sur la coupe 5 cavités, juste au-dessous de la valve aortique. Et on peut l'avoir également sur une coupe sous-costale qu'on voyait sur cette coupe sous-costale, petit axe transaortique. Donc, ça, c'est les trois coupes, sur les trois coupes qu'on peut dégager cette coupe. Donc, petit axe transaortique, sur la coupe 5 cavités et sur la coupe principalement. Là, c'est la coupe principale, c'est la coupe qu'on doit utiliser pour évaluer cette CIV. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la CIV périmembraneuse centrale. Périmembraneuse parce qu'elle est en continuité met en continuité fibreuse la valve tricuspide et la valve aortique. Elle est centrale parce qu'elle est située à 10 heures. Après, si vous voulez, elle est là, ici, elle peut être de taille moyenne. Donc là, vous voyez, la taille, elle n'est pas très, très large. Et elle peut être restrictive petite, donc là, vous voyez, comme on le voit ici, généralement, c'est une petite CIV, hein, donc sauf s'il y a une extension. Donc, on la voit également sur une coupe 5 cavités. Elle peut être parfois très, très restrictive. Vous voyez, très petite, très restrictive. Donc, ça, c'est ces différentes tailles de cette CIV. Voilà, donc là, vous voyez une toute petite CIV périmembraneuse centrale située entre la valve aortique et valve tricuspide. Donc ça, c'est la CIV périmembraneuse. Voilà. Le problème avec les CIV périmembraneuses, lorsqu'elles sont très larges, ça donne une HTAP. Et lorsqu'elles sont moyennes ou petites, le problème, après, c'est les complications. C'est les CIV qui peuvent donner, qui sont pourvoyeuses le plus des complications. Parmi ces complications, donc à chaque fois qu'on a une CIV périmembraneuse, on doit chercher les complications. Une des complications qu'on peut avoir, c'est la membrane sous-aortique. Donc parfois, on a une membrane sous-aortique qui se développe à partir de cette CIV. Donc là, elle est là. On a une CIV périmembraneuse avec une membrane sous-aortique. C'est une CIV qui peut donner également, je vais essayer de chercher, pardon. C'est une CIV qui donne rarement, si vous voulez, exceptionnellement, une fuite aortique. Donc, une CIV qui donne une fuite aortique par prolapsus, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Lobret-Pizzi. Mais on a rarement une CIV périmembraneuse qui donne une fuite aortique. En général, ce qui donne les fuites aortiques, ce sont les CIV, les CIV musculaires de l'outlet. C'est ça qui donne le Lobret-Pizzi. Mais la CIV périmembraneuse, dans certains cas, ça peut donner, donc ça doit faire partie des complications. Donc, vous voyez, le mécanisme de la CIV, c'est un prolapsus de la cusp aortique. En général, c'est la cusp antéro-droite dans la CIV qui va progressivement aspirer cette cusp et qui va donner une fuite aortique par effet Venturi. Donc, c'est un effet qui est connu. La deuxième complication de ces CIV, c'est ce qu'on appelle les sténoses mid-VD ou midio-VD. Donc, la lésion de G, donc là, le mécanisme, c'est quoi? C'est que cette CIV périmembraneuse centrale, elle va donner une lésion de G sur la paroi ventriculaire droite et ça va donner une hypertrophie des bandes musculaires et ça va donner une sténose mid-VD. C'est une lésion qui est très mutilante sur le ventricule droit. Donc, dès qu'il y a apparition de cette sténose médio-VD, il faut opérer ces patients parce que si on laisse traîner à un âge plus avancé, ça va donner ce qu'on appelle un ventricule droit à double chambre qui est une complication très grave, inopérable et malheureusement, ça s'installe en général entre l'âge de 15 ans et 25 ans
je ne parle pas de la sténose médio-VD. La sténose médio-VD, elle peut être précoce. Elle n'est pas congénitale. Elle se développe durant l'enfance et c'est une lésion qu'il faut opérer entre l'âge de 4 ans et 6 ans. Si on laisse traîner, arriver à l'âge de 15 ans, 20 ans, 25 ans, cette sténose, elle va s'étendre, elle va mutiler complètement le ventricule droit, elle va créer une lésion appelée, je répète, le ventricule droit bilobé ou le ventricule droit à double chambre. Les anglo-saxons l'appellent double chambered right ventricle. Et c'est une lésion très mutilante au ventricule droit et malheureusement, à ce stade, c'est irrécupérable. Donc là, il faut opérer ces patients très, très précocement entre l'âge de 4 ans et 10 ans. Pardon, 4 ans et 5 ans. Donc, je vous montre juste un exemple de cette complication mutilante. Donc, vous voyez, à un certain stade, le ventricule droit, il développe deux chambres, une chambre d'admission et une chambre infundibulaire qui sont presque complètement séparées par cette hyperplasie, hypertrophie musculaire créée par cette CIV. Et à ce stade, arrivé à ce stade, malheureusement, ça, c'est des formes qui sont irrécupérables. C'est des ventricules droits irrécupérables. Très bien. Donc, vous voyez que les CIV périmembraneuses, c'est des pathologies. Donc là, c'est un adulte. Ça, c'est une fille de 25 ans qui a atteint ce stade. Vous voyez que cette lésion a fermé complètement la lumière ventriculaire droite. Et malheureusement, à ce stade, je répète, il n'y a rien là. On passe. Très bien. On passe aux CIV de l'outlet. Donc, les CIV de l'outlet qui sont les CIV type 1. Je répète, ce sont des CIV qui sont situés après la crête supraventriculaire et on commence par les CIV musculaires de l'athlète. Vous voyez, les CIV musculaires de l'athlète sont situés à ce niveau-là, sont situés après la crête supraventriculaire et sont complètement entourés par du muscle. Ils sont situés à midi et ces CIV sont séparés de la valve pulmonaire par un muscle qui est le muscle canal. Donc, vous voyez, il y a un muscle ici et la CIV, elle est là. Généralement, ce sont des petites CIV. Là, le seul risque, c'est là, vous voyez, on la voit sur une coupe parasternale longue axe stricte. Et généralement, ce sont des petites CIV qui n'ont pas de retentissement hémodynamique. Le seul problème avec ce type de CIV, c'est que cette CIV risque fréquemment d'absorber ou d'aspirer la cusp, principalement la cusp antéro-droite, aortique, et ça va donner un lobe épidique. Donc ça, c'est la principale complication de cette CIV. Sinon, c'est des CIV qui restent très longtemps asymptomatiques. Donc là, vous voyez l'exemple. On risque de confondre ce type de CIV avec un rétrécissement pulmonaire. Parce que tellement qu'elle est petite, on risque de ne pas l'avoir sur un bidimensionnel. Et généralement, elle chante dans la voie pulmonaire. Et si on met un Doppler continu sur cette CIV, on risque d'avoir un flux négatif et une enveloppe spectrale qu'on va prendre pour une sténose pulmonaire. Donc, il faut faire attention lorsqu'on on met pas un Doppler continu sans mettre un Doppler couleur. Toujours, on met un Doppler couleur et sur le flux, on étudie les vitesses. Je répète, le risque principal de ces CIV, c'est de trouver la cusp antéro-droite aspirée dans cette CIV, comme on le voit chez ce patient. On a une petite CIV, mais c'est une cusp qui est complètement aspirée. Ça donne ce qu'on appelle un syndrome de Lobré-Pizzi. Je ne sais pas si j'ai un exemple. Donc là, vous voyez, elle est là, la cusp aspirée dans la CIV, et on voit ici la fuite aortique importante. Enfin, pardon, qui n'est pas importante. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Donc, un autre exemple d'une cusp aortique aspirée et de la fuite aortique. Le deuxième type de CIV, ça c'est très important de faire la différence entre la CIV musculaire de la tête et la CIV juxta-artérielle doublement committée. Donc là, jusque-là, on a fini avec les CIV musculaires de l'athlète. On passe à un autre type de CIV musculaire qui est ce qu'on appelle la CIV juxta-artérielle doublement committée.
Un CIV juxta-artérielle doublement committed, c'est une CIV de l'outlet, mais elle n'est pas musculaire. Pourquoi? Là, vous voyez, c'est vrai qu'elle a une berge constituée par du muscle, mais elle a une berge principale constituée par la valve aortique et la valve pulmonaire. Vous voyez que entre la valve aortique et la valve pulmonaire, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas ce qu'on appelle un septum conal. C'est une CIV qui est due à l'absence ou à la génésie complète du septum de l'outlet. Donc là, on n'a pas de septum de l'outlet. Vous voyez ici, il n'y a pas de septum de l'outlet. Donc entre la valve aortique, il n'y a pas de septation entre la valve aortique et la valve pulmonaire. Donc, sur le plan localisation, c'est une CIV de l'outlet, mais sur le plan bordure, si vous voulez, c'est une CIV juxta-artérielle, c'est-à-dire elle donne sur les deux gros vaisseaux. Juxta-artérielle, on l'appelle juxta-artérielle doublement committed. C'est une CIV qui est, si vous voulez, toujours, presque toujours large. Donc, à chaque fois qu'elle est là, elle est large parce qu'il y a tout le septum de l'outlet qui est absent. On passe aux CIV d'admission, ce sont les CIV type 3. Les CIV d'admission, voilà, donc là, vous voyez, ça c'est une CIV d'admission périmembraneuse. Pourquoi? Admission, parce qu'elle est située sur le septum d'admission. Pourquoi périmembraneuse? Parce qu'elle est située entre la valve aortique, entre la valve mitrale et la valve tricuspide. Donc là, vous voyez, c'est une CIV qui est en continuité fibreuse entre la valve mitrale et la valve tricuspide, et ça donne une CIV d'admission. CIV d'admission, localisation, périmembraneuse, c'est les bordures. Donc là, vous voyez, ce type de CIV, on les voit sur une coupe 4 cailloux. Donc là, vous voyez la CIV périmembraneuse. Parfois, la CIV périmembraneuse, elle est recouverte partiellement par le feuillet septal de la tricuspide et ça donne déjà une réduction du degré de Shunt. Donc, ça donne une CIV qui est recouverte. Pour les CIV musculaires trabiculés, c'est le type 4, si vous voulez. C'est le type 4 et également, il y a 4 types ou 4 localisations. Donc là, vous voyez, lorsqu'on voit une CIV à ce niveau-là, et ça, c'est une CIV trabiculée. Pourquoi? Parce qu'elle est située après l'insertion du feuillet septal de la tricuspide. Mais là, vous voyez, si vous vous rappelez, là, ce n'est pas une CIV apicale. Donc, c'est une CIV qui est située sur le septum, qui est au milieu, mais on ne sait pas. Là, exactement, elle est où? Là, j'ai marqué médiane, mais pour préciser exactement la localisation de cette CIV, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le ventricule gauche en petits axes pour mieux voir l'étage exact de la CIV. Donc là, il faut couper le septum sur cette coupe, petit axe trans VG. Et là, vous voyez cette CIV, elle est située juste avant la bande septale et c'est une CIV médiane, appelée également CIV mid-septale. Donc ça, c'est la CIV médiane ou CIV mid-septale. Voilà, donc ça, c'est une CIV médiane ou mid-septale qui est située au milieu. C'est des CIV trabeculées. La CIV antérieure, on doit passer sur une coupe petit axe. Là, vous voyez, ça, c'est une coupe petit axe trans-VG. Et vous voyez, la CIV, elle est là, antérieure. Antérieure par rapport à quoi? Antérieure par rapport à la bande septale. Donc, la bande septale, elle est là. La CIV, elle est antérieure. Et là, vous voyez, ça, c'est une CIV antérieure. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence entre une CIV antérieure, une CIV médiane ou médseptale et les CIV postérieures. Donc là, c'est une CIV antérieure sur une autre coupe. Par contre, postéro-inférieure, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, ça, c'est une CIV postéro-inférieure qui est située entre 7 heures et 11 heures. Donc là, c'est la CIV trabiculée postéro-inférieure. C'est CIV trabiculée. Quatrième type de CIV apical, c'est les CIV qui sont situés entre les deux chambres apicales, VG et VD, et ce sont des CIV qui donnent sur la bande modératrice. Donc là, vous voyez, elle est située ici. Donc, je reviens juste à ça. Donc là, vous voyez ce type de CIV. Ce type de CIV, c'est une CIV qui est trompeuse. C'est vrai chez l'enfant. Chez l'enfant,
lorsqu'elle est petite, en auscultant là. Le problème chez l'adulte, c'est des CIV qui peuvent se voir en post-infarctus. Donc, en post-infarctus, ce type de CIV, dans notre série qu'on a fait chez nous en Algérie, en post-infarctus, ça représente environ, si vous voulez, 30 à 40% des CIV post-infarctus. C'est des CIV postérieurs. Et si, je répète, si on ne fait pas cette coupe chez un patient qui a un infarctus du myocarde compliqué d'une CIV, si on ne fait pas cette coupe avec un Doppler couleur, on va passer à côté. J'ai vu 3 ou 4 patients qu'on est passé à côté durant la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Généralement, ce n'est pas des CIV larges, ça sont des CIV moyennes. Et j'ai vu, je ne me rappelle pas, 2 ou 3 patients. Durant l'hospitalisation après un infarctus du myocarde, on est passé à côté parce qu'on n'a pas fait cette coupe. Donc, la seule coupe qui dégage ces CIV postérieurs inférieurs, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte en post-infarctus, c'est la coupe petit axe trans-VG. Donc là, il faut, si vous avez un patient qui fait un infarctus du myocarde, essayez de prendre cette coupe. Je pense que vous la faites juste pour voir la cinétique, mais il faut mettre un Doppler couleur. Si on ne fait pas un Doppler couleur, vous aurez une image qui est incomplète. Donc, Doppler couleur, cette coupe. Donc ça représente. Par contre, les CIV apicales, c'est la forme la plus fréquente des CIV de post-infarctus chez l'adulte. Et généralement, on ne passe pas à côté parce que c'est évident. Là, c'est des CIV qui sont très larges. Ça déchiquette complètement le septum interventriculaire. Par contre, ça, c'est une CIV congénitale et on la voit localisation apicale. Très bien. Donc, euh, tout ça, c'est l'évaluation hémodynamique. Donc, essayez après, pardon, c'est l'évaluation anatomique. Essayez après de revisualiser les enregistrements, si vous voulez. Comme ça, vous allez fixer les idées. On revient à l'évaluation anatomique. Donc, je vais essayer de voir elle est où. Pardon. Là, on parle des cardiopathie congénitale, des CIV chez l'adulte, pardon, chez l'enfant. La CIV de l'adulte, c'est le sujet de recommandation 2020, de ces 2020, et la prise en charge, l'évaluation anatomique est la même, mais l'évaluation hémodynamique, elle diffère un peu. Je pense qu'on va laisser ce sujet pour un autre rendez-vous. Je vais essayer juste de voir l'évaluation. Ah, très bien. Donc, l'évaluation hémodynamique, je pense que j'avais. C'est pas un problème. Donc, je vais vous montrer juste sur cette plaque. Donc, cette plaque résume l'ensemble des éléments qu'on doit préciser dans le cadre de l'évaluation hémodynamique du CIV. Donc, je dois dégager la CIV, mettre un Doppler couleur, et le premier paramètre que je dois préciser, qui est le paramètre le plus important, c'est la direction du flux de la CIV. Je mets un Doppler couleur, un échantillon, et je vais voir, est-ce que c'est une CIV qui chante gauche-droite? Est-ce qu'elle chante droite-gauche? Est-ce qu'elle chante bidirection? Donc ça, c'est un paramètre très simple à préciser. Deuxième paramètre, je dois préciser est-ce qu'elle est restrictive ou non. Restrictive, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'HTAP, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hyperdébit. Restrictive, c'est un paramètre simple. On met un Doppler continu, si elle fait plus de 4 mètres secondes, je vais mettre restrictive. Elle fait moins de 4 mètres secondes, non restrictive. C'est tout. Donc là, non restrictive. Restrictive, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'HTAP ou il y a une HTAP. C'est un paramètre que je dois interpréter séparément. Maintenant, si elle est restrictive, je dois préciser pourquoi elle est restrictive. Parce que parfois, elle est petite. Donc, si la CIV est petite, elle est restrictive. Parfois, la CIV, elle est très large, mais elle est recouverte partiellement par un anévrisme. Parfois, elle est recouverte par un feuillet septal. Parfois, elle est recouverte par une cusp. Donc, elle va donner une CIV anatomiquement large,
Mais du moment où elle est partiellement recouverte, je vois que le flux il est restrictif. Donc, je dois préciser, si elle est restrictive, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle est petite ou parce qu'il y a un tissu qui la recouvre? Troisième paramètre que je dois préciser, c'est la pression VD. Donc là, là, vous voyez, en aucun moment, j'ai parlé d'HTAP. Donc, l'échocardiographie ne peut pas avoir un accès direct sur la pression systolique pulmonaire. Tout ce que je peux avoir, c'est une évaluation de la pression VD. Et on sait que la pression VD est égale à la pression artérielle pulmonaire systolique s'il n'y a pas d'obstacle pulmonaire. D'accord? Donc, lorsque je fais une évaluation hémodynamique de la CIV, je ne peux pas parler HTAP ou non. Je peux évaluer la pression VD. Et je peux évaluer la pression VD sur quoi? Sur premièrement, la courbure septale. Donc, je passe sur une petite axe trans-VG. Je vois la courbure septale. Si elle est arrondie, ça veut dire la pression VG est supérieure à la pression VD. Si elle est aplatie, c'est-à-dire il y a une égalisation de pression entre ventricule gauche et ventricule droit, et si le septum, la courbure septale est inversée, donc ça veut dire que la pression VD elle est supérieure à la pression VG. Deuxième paramètre dans l'évaluation de la pression VD, donc là, je peux mesurer la pression VD à partir d'un flux tricuspide. Il faut, il faut enlever de la tête. Lorsqu'on met un Doppler continu sur un fluidité, je ne suis pas en train de mesurer la PAPS. Là, je suis en train de mesurer la pression VD. Et après avoir éliminé un obstacle VDAP, je peux dire que ce que j'ai pris comme fluidité, ça correspond à la pression pulmonaire. D'accord. Donc là, très souvent, on a cette remarque, on met un Doppler continu, on mesure, et là, tout de suite, on va dire ça, c'est la PAPS. Non, ça, c'est la pression VD. Et il faut éliminer un obstacle VD, une sténose pulmonaire, pour dire que ce que j'ai pris comme pression VD est égal à la pression pulmonaire systolique. Quatrième paramètre, ça c'est, je dois évaluer le niveau de surcharge ventriculaire gauche. On sait que la CIV est un défect post-tricuspide et tout défect post-tricuspide dilate le ventricule gauche. Donc le principal ventricule qui va souffrir, c'est le ventricule gauche. Donc là, je vais mesurer le diamètre diastolique du ventricule gauche, je vois si le ventricule gauche est dilaté ou non. Je dois évaluer le diamètre et la pression de l'oreillette gauche pour dire est-ce qu'il y a de l'hyperdébut pulmonaire, s'il y a une surcharge des cavités gauche. Et je cherche également les complications de la CIV. Et là, je vais chercher un obstacle VG, un obstacle VD et également les lésions accompagnées. Donc, l'évaluation hémodynamique doit comprendre tous les éléments cités sur cette plaque. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont toujours là et qui suivent? Il y a des questions? Très bien. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a pris un peu trop de temps, mais je vais aborder le sujet de la persistance caractérielle. Pour la persistance du canal artériel, on va parler de l'aspect, si vous voulez, aspect pratique de la persistance du canal artériel. À l'échocardiographie, ce qu'on doit préciser. Très bien. Lorsqu'on parle de persistance de canal artériel, on doit préciser obligatoirement la forme morphologique, on doit préciser la forme anatomique, les formes anatomiques, et on doit préciser le type hémodynamique ou les formes hémodynamiques. Lorsqu'on parle de forme morphologique, la classification la plus célèbre et la plus ancienne et qu'on pratique toujours, c'est la classification de Kirichenko. D'accord? La classification de Kirichenko, c'est 5 classes. Type A, c'est la forme la plus fréquente, c'est la forme conique, c'est ce qu'on appelle le canal artériel anatomiquement normal. Pourquoi normal? Parce que chez le nouveau-né, si je me mets
à faire l'échocardiographie chez un nouveau-né normal, j'aurai un canal artériel conique. Donc, le canal artériel conique, c'est un canal artériel normal. Il a un potentiel de fermeture spontanée. Donc, si je le vois chez le nouveau-né, je ne dois pas m'affoler. Je vais dire que c'est un canal conique type A de Krishenko et il va se fermer éventuellement. Donc, c'est pour ça que le type A, on ne le ferme pas chez le nouveau-né, on ne le ferme pas chez le petit nourrisson, on le ferme après l'âge de 6 mois s'il ne se ferme pas. Donc, toujours, il y a de l'espoir que ça se ferme. Et qu'est-ce qui va amener ce canal à se fermer? Parce qu'il a une striction côté pulmonaire. Vous voyez, un canal artériel normal conique, il a une striction côté pulmonaire. Donc là, vous voyez, côté pulmonaire, il a une striction. C'est à ce niveau-là que ce canal, il va se fermer. Donc ça, c'est le type A. C'est la forme la plus fréquente. Elle représente plus de 70% des cas. Le type B, c'est la forme, si vous voulez, c'est une forme grave de canal artériel. C'est un canal artériel type fenêtre. Et là, il ne faut pas confondre la fenêtre aortopulmonaire avec le canal artériel type fenêtre. La fenêtre aortopulmonaire, elle est située entre l'aorte ascendante et le tronc de l'artère pulmonaire. Le canal artériel est situé entre l'aorte descendante et le tronc de la plaie. Donc, il ne faut pas confondre un canal avec une fenêtre. Un canal artériel, c'est un vaisseau qui existe normal chez le fœtus et ça fait partie de la circulation fœtale. La fenêtre aortopulmonaire, c'est une anomalie de septation aortopulmonaire. Donc là, c'est une maladie. Il ne faut pas confondre. Lorsque le canal artériel a une morphologie avec une aorte qui est accolée au tronc de l'artère pulmonaire et ça ne donne pas un canal tubulaire ou en tunnel. Là, ça donne un tronc de la paix accolé sur l'aorte. Ça donne un canal artériel type fenêtre. On l'appelle comme ça. C'est un canal artériel il n'est pas normal. C'est un canal artériel qui ne se ferme jamais. C'est un canal artériel qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que, à la différence d'un canal normal, vous voyez, ce canal artériel, il va suivre la progression, ou si vous voulez, il va suivre le, la taille de l'aorte. Avec le temps, l'aorte, elle va augmenter de taille et automatiquement, le canal artériel, il deviendra de plus en plus large avec le temps. Donc, c'est un canal chez le nouveau-né, s'il fait 4 mm, à l'âge de 1 mois et demi, il va faire 5-6 mm et avec le temps, il va devenir plus important. C'est un canal artériel que dès qu'on le diagnostique, on envoie le malade rapidement vers la chirurgie. Il a un jour, il a 2 jours, il a une semaine, je l'opère directement parce qu'avec le temps, il va devenir beaucoup plus large et il va rapidement fixer l'HTAP. Vous voyez, à la différence du canal type A, le canal type A, je le vois à la naissance, il fait 2 mm, il peut se fermer. S'il ne se ferme pas, vous voyez, le côté pulmonaire, il ne va pas augmenter de taille avec le temps. Donc, s'il est à 2 mm chez le nouveau-né, arrivé à l'âge de 4 mois, 5 mois, il va garder côté pulmonaire toujours à 2 mm. Donc, il ne va pas augmenter de shunt. Donc là, c'est pour ça que le type A ne fait pas peur par rapport aux autres types. Donc là, il ne faut pas. C'est pour ça que l'évaluation principale du canal artériel, c'est la morphologie du canal artériel. Le type C, c'est un tube tubulaire, c'est un type tubulaire. Et c'est un canal généralement syndromique. C'est un canal qu'on le voit dans la rubeole congénitale. Donc, il faut chercher systématiquement dans la rubeole congénitale. Et il est syndromique. Et en général, il ne se ferme pas spontanément. Et on le voit dans la rubeole congénitale et on le voit également chez les prématurés. C'est un canal du prématuré également. Ça donne un canal tubulaire. Et le canal tubulaire, il ne se ferme pas spontanément parce qu'il n'a pas de striction côté pulmonaire qui va le fermer. Et en général, ce n'est pas un canal large. C'est-à-dire, même s'il ne se ferme pas, il ne va pas donner des dégâts, mais généralement, on le ferme les premiers 6 mois de vie. On ne le laisse pas progresser plus que ça. Le canal, là, je ne suis pas en train de parler du canal du prématuré. Le canal des prématurés, on le traite différemment. Un canal artériel, chez un nouveau-né, un nourrisson, qu'est-ce qu'il fait? Le canal artériel,
il est dangereux parce qu'il donne de l'hyperdébit pulmonaire, il donne de l'HTAP parce qu'il chante gauche-droite d'une manière importante parfois. Le canal artériel du prématuré, là, j'ai pas peur de l'HTAP parce que généralement, c'est un canal qui n'est pas large. Mais qu'est-ce qui fait le canal chez le prématuré? Il fait ce qu'on appelle un vol systémique. Le canal, il va voler du sang à partir de l'aorte, il va le voler pour l'éjecter dans la circulation pulmonaire. Donc, ça donne un vol systémique. Là, vous connaissez tous le vol coronaire et le vol, si vous voulez, le vol sous clavier. Et là, c'est ce qu'on appelle le vol systémique. Le canal, il va aspirer du sang à partir de l'aorte et aux dépens de la perfusion cérébrale et la perfusion coronaire. Donc, c'est des nouveau-nés qui vont faire de l'hypotension systémique parce qu'ils ont un canal qui est en train d'aspirer. Donc, c'est pour ça qu'on ferme le canal chez les prématurés. Il ne faut jamais se dire c'est un canal du prématuré qui fait 1 mm, donc ça ne retentit pas. Donc, en matière de vol systémique, 1 mm, 2 mm, 3 mm, c'est la même chose. C'est en train de voler, de voler. Donc, on ne traite pas le canal chez le nouveau-né par rapport à son diamètre, c'est par rapport à son retentissement. Donc là, c'est entre parenthèses le canal du prématuré, qui est un canal en général tubulaire. Donc on le voit chez les prématurés et dans la rubure congénitale. C'est les principales. C'est des canaux syndromiques. Le canal type D, c'est un canal complexe. Pourquoi? Parce que la différence de type A, où il y a une seule striction, le canal type D, il a en général 2 ou 3 strictions. Donc là, en général, il a 2 strictions et parfois il a 3. C'est un canal qui est petit. On le découvre rarement chez le nouveau-né ou nourrisson. On le découvre en général fortuitement chez les grands enfants et on le ferme parfois sur la demande des parents. Et le canal le plus spectaculaire, c'est le canal allongé, ou ce qu'on appelle le type E. C'est un canal qui est très large et très long. C'est un canal tubulaire très long. Parfois, il fait un diamètre plus large que l'aorte, plus large que le tronc de la paix et très allongé. Parfois, le chirurgien, lorsqu'il ferme ce type de canal, il se trompe sur le canal. Parfois, il ligature même l'aorte à la place du canal parce qu'il pense que c'est une aorte. Donc là, on verra des exemples par rapport à tout ça. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Donc, ça, c'est le canal. Voilà. On commence par le canal du nouveau-né. Vous voyez, le canal. Pardon. Le canal du nouveau-né, c'est un canal. Ça, c'est un canal du nouveau-né. Généralement, il peut se fermer spontanément. Voilà. Donc là, par rapport à tout ça, c'était la classification anatomique, hémodynamique, la classification morphologique. La classification anatomique est basée sur le diamètre. Donc, on mesure le diamètre. Toujours, je mesure le diamètre sur la striction, c'est-à-dire là où c'est rétréci. Donc, il y a un canal très petit lorsqu'il fait moins de 1,5 mm, une PCA petite lorsqu'elle est entre 1,5 et 3 mm, PCA moyenne 3 et 5, PCA large supérieur à 5 mm, mais ça dépend au retentissement hémodynamique qui change d'un malade à un autre. Donc, il ne faut pas vraiment adopter à la lettre cette classification anatomique, il faut faire une évaluation complète plutôt que juste mesurer canal artériel. Donc, on va essayer de voir la classification morphologique appelée, plutôt appliquée à l'écho. Très bien. Le type A. Le type A, si vous vous rappelez, la forme conique, c'est la forme la plus fréquente. Lorsqu'on voit le canal artériel, ça c'est une remarque, le canal artériel, on voit le shunt sur une coupe parasternale petit axe, mais pour voir le canal, il faut passer à une coupe, ce qu'on appelle la coupe sous-claviculaire, ou appelée également la coupe parasternale haute. Donc, je répète, on ne voit pas le canal sur une coupe parasternale transaortique petit axe. D'accord? On voit le shunt du canal sur cette coupe. Pour voir le canal, il faut monter un tout petit peu. Donc, à partir de la coupe petit axe transaortique, il faut monter un tout petit peu pour se mettre au-dessous de la clavicule et on fait une petite rotation antérovaire. Donc, mon repère, c'est quoi? C'est de dégager le tronc de la paix en long axe et l'aorte descendante en long axe. Donc là, vous voyez sur cette coupe, je dégage l'aorte descendante en long axe, le tronc de la paix en long axe. Alors que sur une coupe petit axe transaortique, je dégage l'aorte descendante en petit axe, comme une formation
arrondi. Et là, je dégage un canal artériel conique. Donc ça, c'est un canal conique. Ce canal conique, il a un côté aortique qui est large et un côté pulmonaire qui est rétréci. D'accord? Donc là, vous voyez en général, ça c'est un canal restrictif avec un côté aortique. Le côté aortique du canal, on l'appelle l'ampoule de l'aorte. D'accord? On l'appelle ampoule de l'aorte. Le côté pulmonaire est là. Et normalement, les mesures qu'on doit prendre sur cette coupe, on mesure l'ampoule de l'aorte, c'est-à-dire le côté aortique du canal. On mesure le côté pulmonaire du canal, on mesure la longueur totale du canal. Donc, c'est les mesures qui nous intéressent. Donc là, vous voyez un canal conique. Ça, c'est un canal conique. Donc, 70% des canaux, c'est un canal conique de type A. Mon repère, c'est quoi? C'est l'aorte descendante en longue axe, le tronc de la paix en longue axe et le canal, il est là. D'accord? Il ne faut pas confondre le canal artériel avec l'artère pulmonaire gauche. Très souvent, surtout sur une coupe parasternale petit axe, il y a une superposition entre l'artère pulmonaire gauche et le canal artériel. C'est pour ça que, en cas de doute, là, il n'y a pas de doute parce que le canal est restrictif. Mais imaginez que le canal est de type tubulaire. Imaginez que c'est un canal tubulaire, il n'est pas conique. Donc, je risque de confondre ce canal avec l'artère pulmonaire gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dégage ce qu'on appelle le trépied. Le trépied, c'est dégager sur la même coupe parasternale haute l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire gauche et le canal artériel. Donc, si je dégage un trépied avec trois vaisseaux, automatiquement, le troisième vaisseau, c'est un canal artériel. Donc, ça ne peut pas être une troisième artère pulmonaire. Un autre exemple d'un canal artériel conique. Donc, là, vous voyez, ça, c'est un canal conique. Et il a la striction n'est pas fameuse, elle n'est pas importante, mais quand même, ça reste toujours un canal de type A. Et voyez le trépied, ça c'est le canal artériel, ça c'est l'artère pulmonaire gauche, et ça c'est l'artère pulmonaire droite. Et c'est une coupe du canal. Pourquoi? Parce que je dégage l'aorte descendante en longue axe, le tronc de la paix en longue axe. Là, c'est une image qui est très importante. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça, vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on appelle l'encoche du canal. D'accord? Donc, ça, le canal artériel, il est là. Ça, c'est le toit du canal artériel. Et l'aorte crosse, elle est là. Ça, c'est l'artère sous-clavière. Vous voyez ce qui se passe dans certains cas au pied de l'artère sous-clavière gauche. Ça, c'est l'artère sous-clavière gauche. Elle est là. Au pied de l'artère sous-clavière gauche, qu'est-ce qu'il fait le canal? Il donne une encoche. Et cette encoche, qu'est-ce qu'elle fait? Avec le temps, elle donne une zone de turbulence. Il y a de la fibrose qui va s'installer à ce niveau-là et ça va donner ce qu'on appelle la coartation de l'aorte du grand enfant et de l'adulte. D'accord? Il y a pas mal de malades qui, à la naissance, n'ont pas de coartation de l'aorte, mais qui ont cette encoche, c'est tout. Il n'y a pas de sténose hémodynamiquement significative, donc il n'y a pas de coartation, c'est des patients qui sont tout à fait normaux, mais arrivés à l'âge de 10 ans, 12 ans, ils commencent à développer de l'hypertension artérielle. Et lorsqu'on fait l'échocardiographie, on voit que cette encoche du canal, d'accord, a donné une striction circulaire sur l'isthme de l'aorte. Vous voyez, ça c'est la région isthmique. La région isthmique, elle est située au-dessous de l'artère sous-clavière gauche. Au pied, ce qu'on appelle au pied de l'artère sous-clavière gauche. Ça, c'est l'artère sous-clavière gauche. Au pied de l'artère sous-clavière gauche, il y a ce qu'on appelle l'isthme du canal. L'isthme du canal, c'est une région qui fait à peu près 1 centimètre. Et c'est là où on risque d'avoir une coartation. Là, il ne faut pas confondre ce type de coartation avec la coartation néonatale. La coartation du nouveau-né, c'est une restriction associée à une hypoplasie, etc., qu'on voit chez le nouveau-né. Mais également, ce type d'anomalie peut, avec le temps, donner une coartation de l'aorte qui n'est pas acquise, mais qui n'est pas. Donc, vous voyez, ça, c'est un canal conique, large, d'accord? Toujours sur une coupe de canal, et vous voyez clairement le trépied avec l'artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche et le canal artériel. Et ça donne clairement ce qu'on appelle le trépied du canal. Donc, vous voyez, ça, c'est la coupe du canal. Vous devez vous entraîner sur cette coupe si vous voulez voir des congénitaux. Et sur cette coupe, je dégage
le tronc de l'artère pulmonaire en longue axe, l'aorte descendante en longue axe. Je peux voir la région isthmique. Je peux voir le départ de l'artère sous-clavière gauche ici. Donc, je peux voir s'il y a une coartation post-ductale sur cette coupe. D'accord? Post-ductale, c'est-à-dire elle est située ici. Donc là, il n'y a pas. Et je vois la morphologie du canal qui est très importante. Je répète, un canal conique, c'est un canal qui ne m'inquiète pas plus que ça. Donc, c'est un type A. C'est pour ça que c'est des coupes qui sont très, très importantes à dégager. Par contre, sur une coupe, là, je vous montre juste l'aspect que ça donne sur une coupe parasternale petit axe. Vous voyez, la coupe parasternale petit axe, je ne vois pas le canal. Sur la coupe parasternale petit axe transaortique, je vois le shunt du canal. Donc là, je peux voir le shunt du canal. Je peux mettre un Doppler continu pour voir les vitesses, restrictives ou non. Mais je ne vois pas le canal. Sur cette coupe petit axe transaortique, je vois l'aorte en petit axe. Ce n'est pas comme la coupe du canal, je dégage l'aorte en long axe. Donc là, pour chercher un canal, je le cherche sur cette coupe. Pour évaluer la morphologie du canal, je dois passer sur une coupe appelée coupe du canal, appelée également la sous-claviculaire gauche, appelée également la parasternale haute. Très bien. On passe à un exemple de fenêtre, mais heureusement, enfin, heureusement et malheureusement. La forme fenêtre, on ne la voit pas sur une coupe de canal. Hein. C'est une forme très rare. Hein. C'est une forme très rare, heureusement. Malheureusement, c'est une forme qui est trompeuse parce qu'on risque très souvent de passer à côté de cette, de ce canal parce que c'est un canal qui n'est pas allongé. C'est un canal, c'est une région, c'est accolement de l'aorte sur le tronc de la paix. On ne la voit pas sur une coupe du canal, je répète. L'autre obstacle, ça, c'est un nouveau-né. Vous voyez, c'est un nouveau-né. Tellement que le canal est très large, c'est chez ce nouveau-né, l'HTAP, elle est sévère au point d'inverser le champ du canal. Donc, si on n'est pas, si on n'a pas, si on pense, si on pense pas à ce type de canal, sur cette coupe petit axe transaortique, si je mets un Doppler couleur, là, j'ai l'impression que c'est une artère pulmonaire gauche. Donc, je peux passer à côté de je peux pas passer à côté de l'anomalie parce que c'est un malade qui fait de l'HTAP sévère. Donc, si je fais une évaluation complète, je peux ne pas évoquer le canal, mais je ne peux pas passer à côté d'une HTAP. Donc, automatiquement, c'est une HTAP sévère, suprasystémique au point d'inverser le canal. Mais je risque de passer à côté de l'anomalie. D'accord. Donc, devant une HTAP sévère, il faut bien examiner l'ensemble des coupes et ne pas oublier de chercher un canal type fenêtre. Donc là, vous voyez, ça c'est un canal type fenêtre. Type fenêtre, je répète, c'est un canal qui va augmenter de diamètre avec le temps parce qu'il va suivre l'évolution de la paroi aortique. Donc, il va, si vous voulez, il va doubler son diamètre rapidement. Et dès qu'on le découvre, on en voit tout de suite en chirurgie. Et je dois préciser que c'est un canal artériel type fenêtre. Pourquoi? Parce que le chirurgien, il ne va pas fermer ce canal d'une manière classique. Il va fermer ce canal par un patch. D'accord? C'est comme si c'était une fenêtre. Et il ne faut pas confondre cette PCA avec la fenêtre aortopulmonaire. La fenêtre aortopulmonaire, on la voit ici. C'est entre l'aorte ascendante et le tronc de la paix. C'est ça la fenêtre, c'est la septation aortopulmonaire. Par contre, un canal artériel, c'est entre l'aorte descendante et le tronc de la paix. Donc ça, c'est un canal artériel type B. Il est toujours large, on doit le fermer toujours précocement. D'accord? Vous voyez, malheureusement, le patient qu'on a vu tout à l'heure, c'était un nouveau-né. Par contre, ça, c'est un nourrisson, un grand nourrisson, chez qui on est passé à côté. Donc, celui qui l'a vu, il n'a pas bien vu. Les canaux, il est là. On est passé à côté. Malheureusement, c'est un nourrisson qu'on a vu tardivement et qui a malheureusement fixé l'HTAP. Donc, il faut faire attention lorsqu'on examine un canal. Il ne faut pas mettre dans la tête un cliché d'un canal artériel qui chante restrictif, qui donne un flux systolo-diastolique continu, etc. Donc, pas tous les canaux qui ont l'aspect. Donc, ça, c'est un canal type fenêtre. Et vous voyez que l'aorte, elle est accolée sur le tronc de la paix. C'est une forme très dangereuse. Il faut les envoyer rapidement en chirurgie. Donc là, un autre exemple d'un canal de type fenêtre. C'est la seule coupe, hein. Donc là, vous voyez, c'est la seule coupe qui dégage
ce type de canal. On ne les voit pas sur les autres coupes. Vous voyez, là, c'est un canal type fenêtre, très dangereux comme canal. C'est le plus dangereux de tous les canaux. La forme tubulaire, c'est la forme syndromique. Je répète, on les voit dans la rubéole congénitale, on les voit également chez le nouveau-né, chez les prématurés. Et vous voyez ça, c'est le tunnel. C'est la seule coupe qui dégage ce canal, c'est la coupe parasternale haute ou la coupe du canal. C'est un canal qu'on ne peut pas le voir sur une coupe parasternale petit axe. Et pourquoi c'est un tunnel? Parce qu'il n'a pas de striction. Ça, c'est le côté aortique, ça, c'est le côté pulmonaire. Vous voyez, et le canal, il est là. Il est important, surtout dans le canal type C ou le canal tubulaire, de dégager le trépied. Parce que c'est un canal que je risque de confondre avec une branche artérielle pulmonaire gauche. Parce qu'il y a une projection sur les deux. Donc, je dois passer sur une coupe parasternale haute, je dois dégager le trépied, le canal artériel qui est là, l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Donc, pour parler d'un canal tubulaire, je dois obligatoirement dégager le trépied. Donc, ce n'est pas un canal conique, je le vois, rapidement, je comprends que c'est un canal parce il est de forme chronique, il a une striction. Par contre, un canal tubulaire, je dois obligatoirement le dégager sur une coupe de trépied. Ça, c'est obligatoire. Sinon, c'est pas bon. D'accord. Donc là, vous voyez le trépied, le canal artériel, il est là. Je vais essayer d'arrêter le. Voilà. Voilà. Donc, parfois, voyez le trépied, ça c'est un canal type C avec le trépied, artère pulmonaire gauche, artère pulmonaire droite, canal artériel. Donc, un canal artériel type C, je dois le dégager sur une coupe du canal sur haute. Juste pour vous montrer pourquoi c'est très important, vous voyez, ça c'est un malade, je vais arrêter la progression. Vous voyez, ça c'est un malade chez qui on n'arrive pas à comprendre les pressions pulmonaires. On prend cette coupe, ça c'est une coupe parasternale petit axe. Et si vous vous contentez juste de cette coupe parasternale petit axe, vous allez me dire, c'est un patient qui a une, si vous voulez, une sténose ou une hypoplasie de la confluence de l'artère pulmonaire et une sténose des deux artères pulmonaires, donc artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche. Mais si on ne fait pas une coupe du canal, votre évaluation, elle va s'arrêter ici. Vous allez trouver que la pression VD, elle est élevée. Vous allez vous dire, non, pression VD est élevée parce qu'il a une sténose, donc je le laisse tranquille. Par contre, si on examine bien ce patient et on passe sur une coupe de canal, vous voyez ce que vous risquez de rater? Tout ça, c'est un canal artériel. Vous voyez ce canal artériel? C'est un canal très large. Donc là, ça peut pas être ça c'est le tronc de la paix. Ça peut pas être une artère pulmonaire droite. Ça peut pas être une artère pulmonaire gauche. Pourquoi? Parce que j'ai dégagé la paix droite et la paix gauche qui sont hypoplasiques. D'accord? Et je dégage également le trépied. Donc ce canal artériel est très large. Vous voyez, le canal, il fait le double de la somme des deux artères pulmonaires. Et c'est ce canal qui est très large, vous voyez, ce canal très large qui a écrasé cette confluence des artères pulmonaires. Donc, je répète, la coupe du canal parasternal haute, elle est indispensable afin d'éliminer un canal artériel type tubulaire. Et vous voyez sur une autre coupe, le canal artériel, comment il est. D'accord? Donc, ça, c'est le tronc de la paix, ça, c'est le canal artériel, et ça, c'est l'aorte. Le canal artériel, il fait également le diamètre de l'aorte descendante. Et ça, c'est le départ de l'artère subclavienne gauche. Et malheureusement, ça c'est un canal qui, la découverte, elle est très tardive, à un stade de shunt droite-gauche. Donc là, vous voyez le shunt est exclusivement droite-gauche. On ne ferme jamais un canal qui shunt droite-gauche. Un canal type D de Kirchenko, c'est un canal qui a deux strictions. Donc là, vous voyez, c'est un canal qui a une striction côté aortique, une striction côté pulmonaire. Vous voyez qu'il y a une sténose, une striction ici, une striction ici. C'est le type D allongé. Généralement, c'est des petits canaux. Donc là, vous voyez, vous arrivez à voir, ça, c'est un canal de type D. Généralement, il est allongé, il a deux strictions, il a une striction côté aortique, il a une striction côté pulmonaire. C'est un canal qui ne retentit pas plus que ça. Donc, généralement, on les ferme tardivement, ces types de.
Le canal de type allongé ou le type E, ça c'est extrêmement rare. On en voit presque, enfin, on en voit très rarement ce type de canaux. Vous voyez, ça c'est un canal très. Vous allez me dire que c'est un canal qui ressemble à un canal tubulaire, mais là, il est allongé. Vous voyez, il est très long. Tout ça, c'est le canal. Il s'étend de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez, c'est un canal qui est plus long que le tronc de la paix. Le tronc de la paix il commence au niveau de l'artère, le tronc de l'artère pulmonaire il commence au niveau de la valve pulmonaire et se termine au niveau de la bifurcation. Donc le tronc de la paix, il n'y a que ça. Par contre, le canal, il commence ici. Vous voyez, tout ça, c'est le canal artériel. Et là, ça commence l'aorte. D'accord. Donc le canal artériel, il est là. C'est un canal artériel qui est allongé, qui est lent, et en général, il est très large. Si vous vous rappelez, je vous ai dit déjà que ce canal artériel, le chirurgien, il risque de le confondre avec l'aorte. Et parfois, il voit que le canal est plus large que l'aorte, donc il pense que, il va prendre ce canal pour une aorte. C'est exceptionnel, hein. Il faut dire que la forme la plus fréquente, c'est le type A. En général, actuellement, on ferme presque tous les canaux par voie percutanée, donc c'est le traitement endovasculaire. Exceptionnellement, on opère des patients d'une manière percutanée, d'une manière chirurgicale. Donc, mais principalement, tous les canaux, ça ressemble à ça. Généralement, on ferme par prothèse. Très bien. Pour les formes, je vais essayer de passer rapidement. Je sais que je vous ai retenu un peu trop. On va essayer de voir les formes hémodynamiques. Les formes hémodynamiques. Enfin, tout ça, c'est des exemples. Je ne veux pas m'étaler sur les exemples. Je ne sais pas. Il est où. Donc, l'évaluation hémodynamique, je ne sais pas où j'ai mis. Donc, juste pour, sinon, en attendant, pour ne pas prendre plus de temps que cela. Donc, le canal artériel, généralement, on prend la vitesse du canal artériel, à la vitesse du canal artériel. Donc, si la vitesse est supérieure à 4 mètres secondes, on parle de canal artériel restrictif, donc plus de 4 mètres secondes. Inférieur à 4 mètres secondes, c'est un canal artériel non restrictif. Donc, on prend un Doppler continu. euh, voilà. On prend un Doppler continu et sur le canal, après, on met un Doppler on met un Doppler couleur. En fonction du Doppler couleur, on va dire que c'est un canal qui chante droite-gauche, un canal qui chante en bidirectionnel ou un canal qui chante gauche-droite. Il faut savoir qu'on ne ferme jamais un canal qui chante droite-gauche. S'il chante droite-gauche, on ne le ferme pas. Donc là, on ne fait même pas un cathétérisme pour voir. S'il chante bidirectionnel, on fait un cathétérisme cardiaque pour mesurer les résistances vasculaires pulmonaires. Si les résistances sont élevées, là, il ne faut pas fermer. Et un canal qui chante gauche-droite avec hyperdébit, là, il faut le fermer. Après, il y a également ce qu'on appelle le canal artériel systolique. C'est un canal qui chante en systole, d'accord, qui chante gauche-droite en systole. Il y a également ce qu'on appelle le canal artériel diastolique. C'est un canal qui chante en diastole. Donc là, c'est des variations hémodynamiques. Si vous avez des questions, je vous écoute, du moins pour ceux qui sont toujours avec nous. Namoun, tu es Oui, toujours Oustad, là? je suis là. Oui. Est-ce est-ce qu'il y a des questions? Bon, Oustad, c'est juste par rapport au caractère restrictif, tant pour le canal artériel que pour les CIV. Oui. Les Est-ce qu'on peut, caractéristiques? le fait qu'il soit restrictif ou bien que la CIV soit restrictive,
Ouais. Est-ce qu'on se base toujours sur les vitesses ou est-ce qu'on doit être très... Non, justement, justement. Là, il faut pas confondre hyperdébit avec restrictif ou non restrictif. D'accord? Plutôt restrictive, c'est une vitesse supérieure à 4 mètres secondes. C'est ça restrictif. Donc, on doit l'interpréter séparément. Après, hyperdébit ou non, ça change complètement. Donc, je peux avoir une CIV restrictive avec hyperdébit. D'accord. Et l'hyperdébit dans les CIV et dans le canal artériel, généralement, je l'évalue sur le retentissement sur les cavités gauches. Donc, s'il y a une dilatation de l'auger, une dilatation du ventricule gauche, c'est-à-dire qu'il y a de l'hyperdébit. D'accord? Je peux mesurer également QPQS à l'échocardiographie dans les CIV. Ce n'est pas validé pour les PCA. Pour les CIV, je peux mesurer QPQS pour dire est-ce qu'il y a de l'hyperdébit. Mais en général, c'est sur la surcharge du ventricule gauche pour les chaînes post-tricuspides comme CIV et PCA. Donc, pour parler de l'hyperdébit, c'est diamètre télédiastolique du ventricule gauche, logé dilaté ou non, ça c'est débit. Pour parler du caractère restrictif ou non, c'est la vitesse, c'est tout. Donc, restrictif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'HTAP, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'HTAP. Donc là, c'est un paramètre qu'on doit interpréter séparément, c'est tout. Donc, il ne faut pas juste confondre les étapes. On a, dans l'évaluation hémodynamique de la CIV, 5 étapes, je répète, c'est la direction du shunt, gauche-droite, droite-gauche, bidirectionnel. On a caractère restrictif ou non restrictif de la CIV. Donc, je vais dire CIV restrictif ou non restrictif. Sur la vitesse, la Vmax. Troisièmement, je dois préciser le degré de surcharge sur les cavités gauches, sur le ventricule gauche principalement. Et évaluation de la pression VD, je répète, je ne peux pas avoir une mesure directe des pressions pulmonaires, j'estime les pressions pulmonaires sur la pression VD. Donc, évaluation de la pression VD sur la vitesse de l'IT et sur la courbure septale. Et cinquièmement, je cherche les complications hémodynamiques, si vous voulez, principalement obstacle VG, obstacle VD. Donc, chaque paramètre, je dois le mettre séparément. Après, pour la décision opératoire ou non, je vais essayer de voir avec les paramètres. C'est-à-dire, là, la classification d'Anderson, le problème, c'est que nos têtes sont contaminées par la classification hémodynamique d'Anderson. Donc, on cherche devant chaque malade, est-ce que c'est un type A, est-ce que c'est un type 2, type 1, pardon, type 1, 2A, 2B, 3 ou 4. Euh, pour la classification d'Anderson, c'est une classification hémodynamique qu'on va la faire au KT. D'accord. Donc, je dois avoir le rapport de débit et le rapport de résistance pour dire est-ce que c'est un type 1, 2, 2A, 2B ou 3. Donc, ce n'est pas une classification échocardiographique. En échocardiographie, j'ai un ensemble de paramètres. Je dois mesurer les paramètres et les aligner. D'accord. Donc, à l'écho, en général, on peut se prononcer. Quand c'est un type A, 1, c'est évident. Quand c'est un type 4 hémodynamique, c'est une sténose pulmonaire associée. Type 2A, il y a de l'hyperdébit, mais les résistances sont basses. Type 2B, il y a de l'hyperdébit, il y a les résistances qui commencent à s'élever. Type 3, c'est les résistances vasculaires pulmonaires qui sont élevées avec un débit pulmonaire sur débit systémique qui est basse. Donc, cette classification d'Anderson, c'est une classification hémodynamique au cathétérisme interventionnel. Donc, il ne faut pas, à l'écho, on le fait, mais ça, c'est faux. C'est-à-dire, ce n'est pas juste à 100% de marquer sur un compte rendu CIV type 2A ou CIV type 2B, un compte rendu d'échocardiographie. Échocardiographie, il faut aligner l'ensemble des paramètres. Oui, d'accord. Mais docteur, ma question, elle est à propos des CIV, disons, innocentes. Par exemple, si on a un patient, Ouais. une CIV, elle est restrictive, mais on a quand même une HTAP et une HTP et une dilatation des cavités gauches. Alors, comment Ouais. attacher cette dilatation et cette HTP, surtout si le sujet il est adulte? Par exemple, chez un enfant, rapidement, on peut rattacher Non, la l'adulte, dilatation. l'enfant. Ah, c'est non. L'adulte, c'est simple, l'adulte. L'adulte, c'est la direction du shunt. Si le shunt est droite-gauche, il est en Eisenmenger. Donc là, il n'y a rien à dire. D'accord. Si, c'est la même chose c'est la même chose que chez l'enfant. Je cherche les paramètres. Diamètre télédiastolique du ventricule gauche,
la vitesse là, il faut faire attention. À partir de l'âge de 40 ans, 50 ans, les résistances périphériques augmentent. C'est des malades qui risquent d'avoir une hypertension artérielle. Donc, la vitesse du chaîne de CIV, si on a une pression VG dans le cadre d'une HTA à 160 ou 170, j'aurai, même pour une CIV large, j'aurai un flux restrictif, hein. Donc Voilà, là, c'est exactement ce que je disais, c'est les limites de l'usage de cette vitesse, de cette vitesse non, 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 maximale. non, non, non. C'est pour ça, j'insiste. Vitesse supérieure à 4 mètres secondes, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de l'HTAP. Supérieure D'accord. à 4 mètres secondes, toujours, je peux dire que c'est restrictif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de HTAP. Je peux avoir, par exemple, un adulte qui a une pression VG à 170, qui a une vitesse à 4 mètres secondes, et j'ai une pression VD avec une pression pulmonaire à 60 millimètres de mercure. Pourquoi? Parce que la pression VG, elle est élevée. Donc, c'est pas, j'ai toujours le droit de dire restrictif parce que la vitesse, elle est supérieure à 4 mètres secondes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'HTAP. D'accord. Donc là, toujours, je dois interpréter les paramètres séparément. D'accord, donc je passe la parole à mes collègues s'ils ont des questions. Donc, s'il y a une question. Je sais qu'il est 9 heures, je vous ai retenu un peu trop longtemps. De toute façon, je vais essayer de récupérer l'enregistrement et vous envoyer le lien. Après, si vous avez des questions, lors de la prochaine rencontre, Inch'Allah, on va essayer de revoir les questions aussi. D'accord, merci beaucoup, docteur Fouati. Très bien, bon Donc, courage et bonne merci. soirée. Bonne soirée à vous de même. Merci, Merci. merci. Salut.